Donc, sur les conseils locaux de santé mentale du Bas-Rhin, donc ils sont au nombre de 8. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que sur les 8, en tout cas dans leur séance constitutive, la thématique de l'incurie est revenue très exactement 6 fois, en tant qu'axe principal, puisque en tant qu'outil de démocratie participative, un coordonnateur ni un président n'arrive pas avec un programme préfet. Il est d'abord là pour entendre les problématiques du territoire, et cette problématique revenait de manière assez récurrente. Alors, je tiens déjà, avant toute chose, à remercier l'hôpital de Laxou de son invitation, à remercier Madame Leclerc de m'avoir associé à cette journée qui est très riche, où on apprend plein de choses. Donc, merci déjà pour ça. Ensuite, je voulais juste, avant de passer à l'incurie, vous dire que bon, il y avait beaucoup de sujets qu'on aurait pu traiter, puisque le Conseil local de santé mentale, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ce que j'ai dit, mais il faut vraiment le prendre comme une boutade sur les psychiatres libéraux, c'est parce que je l'ai vécu. Néanmoins, sur d'autres, j'ai des psychiatres libéraux, sur Strasbourg notamment, puisqu'ils ont une association. Donc, constituer une association, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Ceci étant dit et reprécisé, on a un certain nombre de sujets sur Strasbourg qui sont très politiquement forts. Je vais quand même vous parler en quelques mots du projet le plus important, qui est l'implantation de l'hôpital de Cronenbourg, dont certains ont entendu parler, qui est l'exemple même de l'inclusion de la psychiatrie dans la cité, puisque c'est un quasi-déménagement de l'hôpital de Brumat, pour ceux qui connaissent, l'EPSAN pour les initiés, dans le quartier de Cronenbourg, qui est un quartier, comme son nom l'indique, un quartier ancien, et ancien quartier brassicole. Ce qui a bien sûr, comme l'a aussi dit Pauline, et c'est l'exemple assez marquant, a occasionné un certain nombre de questionnements vis-à-vis de la population, qui sont assez légitimes dans un quartier qu'on appelle un quartier prioritaire ville, dans le cadre de la politique de la ville, en tout cas qui est l'un des 16 quartiers prioritaires de la ville, qui compose l'Eurométropole de Strasbourg que je représente ici. Donc c'est 500 000 habitants. J'aurais pu vous parler de plein de choses, de semaines d'information en santé mentale, on organise un certain nombre de choses, une marche pour la santé mentale notamment. J'aurais pu vous parler de ce qu'on fait au niveau insertion professionnelle, donc conférence sur les unions et industries de la métallurgie pour essayer de faire comprendre aux employeurs que les personnes qui sortent d'hôpital psychiatrique ou dans les GEM ne sont pas des dangereux et qu'au contraire, ils ont une précision inégalée dans le geste et, je dirais, un acharnement à la tâche que peu de travailleurs ont par ailleurs, soit dit en passant. J'aurais pu vous parler aussi de plein de choses, des appartements mutualisés, mais ça je sais que le docteur Mesguer va en parler, alors je me tais. J'aurais pu vous parler des personnes âgées, puisque c'est ma formation à moi initiale. J'aurais pu vous parler, ça je voulais aussi le dire, de ce que le Conseil local de santé mentale est capable de faire, grâce aux études populationnelles qu'on a pu faire, et notamment le lien avec l'urbanisme. Strasbourg, comme Nancy, je suppose, bien que je ne connaisse pas trop la question, est une ville qui est en perpétuelle expansion urbanistique. On a parlé de secteurs, on a parlé de 60 000 habitants, etc. Il faut savoir, par exemple, qu'un quartier à Strasbourg qui s'appelle le Port du Rhin, qui fait la jonction entre les anciens quartiers de Strasbourg et l'Allemagne, va accueillir en 4 ans l'équivalent de 30 000 habitants, ce qui en termes psychiatriques veut dire la moitié d'un secteur, avec les moyens qui sont bien évidemment ceux du secteur psychiatrique. Donc le Conseil local de santé mentale a pu aussi avertir sur cet afflux de population dont les établissements ne sont pas forcément au courant en règle générale, c'est normal, ils ne sont pas urbanistes, ils travaillent dans leurs hôpitaux, ils essaient déjà de s'organiser en interne pour répondre au mieux aux besoins de la population, et ça nous a permis de mettre en place une consultation délocalisée à partir de notre centre en santé mentale qui est au Neuhof,
d'avoir une antenne, on va dire, si je peux dire, dans un centre médico-social. Donc le lien, vous voyez, entre travailleurs sociaux, psychiatrie, etc. Donc ça, c'est le gros objectif du Conseil local de santé mentale. Je voulais le dire parce que c'est très important pour moi. Moi, je travaille à l'hôpital, au centre hospitalier d'Erstein. Je suis administratif, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Voilà. Ça, c'est, on va dire, pour la petite présentation. Maintenant, je vais me recentrer sur le sujet pour lequel je suis venu, pour lequel on m'a demandé d'intervenir, l'incurie. Donc, je vais parler d'incurie dans l'habitat. Je ne vais pas parler d'autres formes d'incurie. Je vais vraiment essayer de me focaliser là-dessus. Alors, on a tendance à parler de syndrome de Diogène. Je pense que vous avez tous entendu ce mot. Alors, qui c'est déjà Diogène? En deux mots, Diogène de Sinope, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ. École cynique, ça veut tout dire, qui a dit à Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil, lorsqu'il s'est mis devant lui, qui avait la particularité, Diogène de Sinope, d'avoir une vie publique, disons, contrastée, et qui vivait dans un tonneau qu'il avait scié en deux. Bon, voilà pour la petite histoire. Donc c'est un néologisme qui a été utilisé par des Anglais, qui s'appellent Clark et Mankicar, en 1975. Donc c'est un phénomène qui est finalement assez récent, en tout cas pour la partie un peu théorie, si je peux dire. Et ça a été ce sont des gériatres, ce ne sont pas des psychiatres. C'est là où est la particularité. Ce sont des gériatres. Donc ce phénomène est d'abord devenu un phénomène gériatrique, puis par évolution et par les études successives, il est devenu phénomène gériatrico-neurologique, puis gériatrico-neurologico-psychiatrique, puis aucun des trois ou pas. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu la complexité en termes de diagnostic, vous vous doutez bien que c'est quelque chose où clairement et très concrètement, l'institution est seule à faire face et sans une coordination appuyée sur ce type de phénomène, vous n'arrivez pas à grand-chose. Voilà, pour diverses raisons. Ce phénomène, on a décidé de l'explorer un peu plus profondément sur la ville de Strasbourg. Alors plusieurs phénomènes à cela, une volonté très très forte des secteurs psychiatriques sur cette question, tout simplement parce que lorsqu'on analyse, on fait une fiche patient, enfin voilà, peu importe, un patient traceur, on se rend compte en fait que les personnes sont dans un syndrome d'incurie fort, donc avec... C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de PowerPoint, je ne voulais pas vous montrer des images de 2 mètres de déchets, surtout après le repas, ça n'aurait pas été sûrement très heureux. Vous vous doutez bien de ce que c'est, je ne vais pas vous en faire des tartines. Par contre, le souci, enfin mon souci à moi, c'est que ces personnes-là, qui ne sont bien évidemment jamais demanderesses de quoi que ce soit, c'est l'une de leurs caractéristiques principales, atterrissent, je dis bien systématiquement, ou atterrissaient, en l'occurrence, vous allez comprendre pourquoi j'emploie le passé pour cela, atterrissaient systématiquement en hôpital psychiatrique par soit le biais d'une hospitalisation sur soins, demande du représentant de l'État ou sur péril imminent. Bon. Le péril imminent est déjà difficile à justifier pour une situation qui dure depuis plusieurs années, puisque l'incurie, vous entassez pas des déchets comme ça en 3 jours. Par ailleurs, comme je vous l'expliquais, c'est souvent très compliqué d'émettre un diagnostic et de savoir réellement de chez qui ça ressort, en gros. Donc très souvent, les gens se renvoient la balle, les uns avec les autres. Vous connaissez le système de patates chaudes, on est dedans. Entre le bailleur, qui a des répercussions monstrueuses, a fortiori dans des habitats collectifs, pour le travailleur social qui se sent tout seul et à juste titre, pour l'hôpital psychiatrique qui récupère en intra-hospitalier quelqu'un pour lequel il ne peut pas forcément faire grand-chose, vu qu'on n'est pas forcément dans ce qu'il est compétent pour faire, ça devenait compliqué. À Strasbourg, on a une particularité, c'est qu'on a un service hygiène et santé. Donc ce service hygiène et santé est chargé vraiment de la mise en œuvre et du respect des procédures. Ils font des enquêtes, ils regardent comment est le logement, est-ce qu'il y a des risques pour les voisins, etc. Donc eux ont leur approche qui est assez diamétralement opposée de l'approche de la psychiatrie et des services sociaux qui est centrée sur la personne. Eux sont centrés sur la salubrité publique et sur la sécurité des autres habitants de l'immeuble.
notamment le risque de contamination. Donc, de par ces visées un petit peu différentes, je dirais que mon premier objectif dans ce sous-groupe, puisque c'est devenu un sous-groupe d'un groupe thématique, on a un groupe thématique sur le logement, il est apparu assez rapidement qu'il y avait besoin d'explorer cette thématique beaucoup plus à fond, donc on a monté un petit groupe projet de 7-8 personnes, avec les cadres supérieurs des secteurs de psychiatrie, avec les services de la ville qui s'occupent, les assistantes sociales de secteur de la ville, puisqu'à Strasbourg aussi c'est la ville qui s'occupe du service social, et ce service hygiène et santé. L'objectif, il était double. Le premier, c'était de créer un logigramme d'intervention, d'expliquer un petit peu les procédures, de comprendre les limites de l'intervention des uns, de comprendre les limites de l'intervention des autres. En gros, essayer de comprendre ce qui peut motiver l'action des uns et l'action des autres. Et essayer d'articuler. Ça a été le premier objectif. On l'a atteint relativement rapidement. Il a fallu 2-3 rencontres pour que les gens commencent à parler un langage commun. Vous savez, je ne vous apprends rien qu'en santé mentale, le langage est fondamental. Les mots ont une importance capitale. Pour le service hygiène et santé, par exemple, c'était le seul fait d'entasser signifiait mais la personne a un problème, elle doit aller se faire soigner, quoi. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et bien évidemment, c'était des choses à expliquer, et on va dire des interactions ont pu être trouvées à ce niveau-là. Le second objectif, c'est l'objectif beaucoup plus opérationnel, c'était de monter, on peut l'appeler comme on veut, cellule, commission, au final, le mot a assez peu d'importance. On essaye, en couplant les différents prismes d'intervention, donc le prisme technique, ça va être le bailleur, ça va être le service hygiène et santé, le prisme plus de la personne, ça va être les assistantes sociales et les services de psychiatrie, et le prisme un peu plus juridique aussi, puisque la question des droits des personnes, elle est fondamentale. Là, j'entends principalement les mandataires de justice lorsqu'il y en a, fondamental aussi dans l'équation, à ne surtout pas oublier dans vos CLSM aussi, d'ailleurs. On essaye, à partir de la situation, à partir des problématiques qu'on a trouvées, on pose le contexte familial, le contexte professionnel, le contexte de logement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une procédure d'expulsion qui est en cours, est-ce qu'il y a des impayés, est-ce que si, enfin vous voyez un petit peu comment on fait, on balaye la question, et à la fin, on se met d'accord sur un plan d'intervention coordonné, on peut aussi l'appeler comme on veut, mais en gros, on prend très peu de temps, on s'est fixé une demi-heure par situation, pas plus. C'est le minimum, mais en même temps, moi, mon rôle à moi, puisque je les coordonne et je les anime, c'est de faire en sorte que ça dépasse pas trop, tout simplement pour éviter de tomber dans la discussion. On est sur une recherche d'efficience, donc à partir du moment où on est sur une recherche d'efficience, on se doit de l'être. Donc en une demi-heure, on établit un plan de coordination concerté où on dit voilà ce qui serait en termes notamment de déchets, est-ce qu'il faut procéder à faire l'arrêté de mise en demeure avant nettoyage forcé du logement. Est-ce qu'on attend un peu parce que la situation, notamment en termes de droit, va être régularisée? L'objectif qu'il y a derrière, il est à plusieurs niveaux. L'objectif pour le service hygiène, ça va être d'éviter de devoir envoyer l'artillerie lourde et qu'il y ait des risques pour les autres voisins. L'objectif pour le service psychiatrique, ça va être d'éviter que la personne atterrisse en hôpital psychiatrique, tout simplement parce que je ne pense pas que ce soit une expérience qu'il faille promouvoir, ce serait plutôt l'inverse. Donc si on peut l'éviter, autant le faire. Ce qui implique d'être extrêmement, extrêmement innovant sur comment occupe-t-on le temps où on doit nettoyer le logement. La solution de facilité, c'est d'envoyer à l'hôpital psychiatrique en soins sans contrainte. Pourquoi ? Parce qu'on ne demande pas l'avis de la personne. Il suffit d'un certificat médical. Voilà, on sait qu'un certificat médical, c'est fait et la procédure est quand même relativement facile à mettre en œuvre. Mais par contre, éthiquement, c'est tout sauf satisfaisant. Par contre, quelles ressources locales sur la ville de Strasbourg on arrive à mobiliser pour cette personne ? Alors, comme on est sur un syndrome très souvent, et ça c'est la pratique, c'est 2 ans de pratique qui nous le montrent, on est sur un syndrome qui est très souvent gériatrique. Il est très rare que ce soit des personnes qui aient moins de 60 ans. Je ne sais pas
comment c'est chez vous, je ne veux pas dire une vérité universelle, c'est ce qu'on constate en tout cas sur Strasbourg. On essaye de se rapprocher déjà du parc médico-social, EHPAD, accueil de jour, je dirais que c'est la première ligne. Après, nous avons aussi des accueillants familiaux, nous avons la famille, bien évidemment, etc. On essaye, si vraiment on ne trouve rien pour X raisons, on peut se poser d'autres questions. Mais il ne fallait, et ça c'était mon objectif à moi en tant que professionnel de la psychiatrie, c'était de ne pas faire venir des personnes qui, n'ont rien ou pas grand-chose à y faire. Tout simplement parce que l'objectif, le docteur Roland l'a expliqué, je pense que c'est quelque chose qui va de soi, mais ça va mieux en le disant, l'objectif est bien évidemment de développer l'ambulatoire, et c'est certainement pas avec une pratique d'hospitalisation systématique qu'on va y arriver. Donc, de mettre des relais en place au niveau local, c'est fondamental, c'est ce qu'on arrive à faire. Il y a des situations où il y a quand même besoin d'une hospitalisation, parce que voilà, ça se justifie. Mais tout cela, on essaie de le concerter au maximum, de telle sorte que lorsque la personne sorte, son appartement, il soit propre, désinfecté, qu'il y ait un suivi, un accompagnement tant social que médical, etc., voire un placement en établissement médico-social lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, etc. Et on essaye, dans la très grande majorité des cas, d'y inclure la participation des familles. Comme c'est souvent des personnes âgées, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint. Voilà, il nous est même arrivé d'intervenir dans l'urgence, c'est-à-dire à l'issue d'une réunion, les équipes psychiatriques prennent leur baluchon et puis ils vont parce qu'ils estiment qu'il y a un risque de danger pour la personne et puis il faut la sortir de son milieu. C'est déjà arrivé aussi. Que dire ? De manière générale, voilà, c'est un outil très pratique, qui marche bien, qui convient globalement à l'ensemble des participants. C'est un outil de terrain, c'est pas un outil institutionnel, en effet. On est vraiment avec des professionnels de terrain, des infirmiers, des assistantes sociales, mais on essaye vraiment d'aller au fond des choses. Et je finirai là-dessus, et je voudrais juste vous rendre attentif sur l'importance du positionnement que vous allez donner ou pas à vos conseils locaux de santé mentale. C'est au jour d'aujourd'hui l'une des principales problématiques qu'on a à gérer. Moi, j'ai estimé qu'il y a 4 positionnements qu'on peut envisager. On peut envisager une visée pratique, c'est vraiment ce que je viens de vous exposer, c'est les commissions de situations complexes. Monsieur Metzger, je pense, peut-être en parlera, Madame de Franco-Basaglia l'expliquera encore mieux que moi après. Vous avez les notions de promotion de la santé, un outil de promotion de la santé, vous savez qu'on en parle beaucoup, on en a parlé aussi ce matin. Là, on est dans le cadre de la semaine d'information de santé mentale, ça peut être positionné comme ça. Vous avez également le positionnement plus informatif. On est quand même une époque où on vit beaucoup de changements réglementaires, de nouvelles structures qui arrivent, les coordinations, la MAIA pour les personnes âgées, etc. Il y a un foisonnement de structures qui est très important et pour lequel je parle aussi des projets médicaux des groupements hospitaliers de territoire, pour lesquels la communication est souvent pas forcément faite de manière optimale non plus, notamment vis-à-vis du grand public. En tout cas, c'est le cas par chez nous. Enfin, vous avez la visée institutionnelle. Ça, c'est celle que moi je vise. Institutionnelle, ça ne veut pas dire créer des structures. Je ne suis pas persuadé, mais ça n'engage que moi qu'il faille encore créer des structures. Par contre, changer les pratiques, créer des outils statistiques, données statistiques vraiment fiables pour aider hôpitaux psychiatriques et structures de santé mentale à préparer leurs projets et à s'implanter là où les besoins populationnels le sont. L'enjeu de santé publique est là, quoi. Ce qu'on a fait sur le quartier du Port du Rhin, je pense que c'est une nécessité de le faire ailleurs. Et c'est là où le conseil local de santé mentale peut intervenir. On ne veut pas forcément créer des choses nouvelles. On voudrait que ce qui existe soit au plus près de là où il y a des besoins. Voilà. Et avec le temps, parce que le temps est le facteur clé, mais c'est malheureusement pas le facteur clé des politiques, puisque les politiques sont sur une temporalité qui est la leur, rythmée par des élections, fortiori pour des élus qui cumulent plusieurs casquettes. On l'a vu chez nous en 2014, lorsqu'il y a eu les élections municipales, le conseil local a eu un petit temps de flottement, parce que c'est sûr, il y a une campagne à préparer, il y a des choses, on ne sait pas si ça va continuer ou pas, parce que si la majorité n'est plus là, est-ce qu'il y a un nouveau président ? Donc c'est des questions qui peuvent être assez dérangeantes pour un coordonnateur, mais bon, on fait avec.
Et vraiment, le temps permet quand même une montée en charge, et le conseil local de santé mentale trouve assez naturellement, je trouve, sa place à un moment donné, puisque même si les élus président, ce sont ces participants qui décident de son devenir et de ce qui va en être à la fin. Il n'y a que vous, un coordonnateur, il ne peut pas passer son temps à produire des outils qui, si de toute façon c'est que lui qui les produit, ne seront pas utilisés et ils mourront de leur belle mort. C'est à chacun d'y être associé, d'y être partenaire. Et avec le temps, en laissant la chance à l'institution, on arrive à quand même faire changer les choses. Enfin, en tout cas, moi je vois aussi du côté du Bas-Rhin une grosse montée en charge, si je peux utiliser cette expression-là, des personnes qui représentent les groupes d'entraide mutuelle, les adhérents des groupes d'entraide mutuelle, qui venaient au début. C'est vrai que ce qui leur manquait aussi, c'était la formation à la représentation, qu'on leur donne quand même quelques clés d'expression en public, c'est pas donné à tout le monde. Avec le temps, on sent une réelle progression sur la parole, et je pense que ça c'est fondamental et important. Voilà.